Figées en haut des petits escaliers en bois, les deux sœurs admirent le paysage. « C'est ça le paradis !» s'écrie Alice en pointant du doigt la plage en contrebas. Au réveil de ce 26 décembre 2004, les plages de l'île de Phuket sont splendides. Sur fond de collines couvertes de végétation luxuriante, un grand lagon d'eau turquoise sur une étendue de sable blanc. Comme toujours, Alice et Chloé sont les premières à étendre leurs serviettes de bain sur la petite plage privée de l'hôtel. C'est la deuxième année que toute la petite famille vient passer ses vacances de Noël au soleil, en Thaïlande. Sur le balcon du premier étage de leur petit appartement qui domine la baie, Christine, leur maman, prépare son sac. Elle s'apprête à rejoindre ses deux filles. Bruno, lui, dort encore. C'est que, hier soir, la fête de Noël a été arrosée pour le jeune papa. Alors ce matin, monsieur s'offre une bonne grasse mat. Podcast Story. Plus au sud, sur l'île de Sumatra, en Indonésie, le rituel est toujours le même pour la jeune adolescente. Dans son uniforme aux couleurs du restaurant de l'hôtel, Yuda connaît son boulot par cœur. Les transats d'abord, les parasols ensuite, les serviettes enfin. Et comme tous les matins, c'est la course. À chaque fois qu'elle relève la tête, le comptoir du bar se remplit un peu plus. Les touristes arrivent en masse, la jeune fille accélère. Vite, vite, il lui reste peu de temps pour terminer la mise en place. À quelques centaines de kilomètres de là, au large de l'île de Penang, en Malaisie, Michel s'apprête à larguer les amarres. Ce 26 décembre, le vieux marin de 58 ans entame le 247e jour de son tour du monde en solitaire. Il y a 8 mois, quand il a quitté le petit port du Lavandou, dans sa Provence natale, jamais il n'aurait imaginé aller aussi loin. Et pourtant, aujourd'hui encore, cap au sud, la grande aventure continue. Il va relever l'ancre qu'il voit parfaitement 6 mètres plus bas au fond de l'eau limpide. Au même instant, à Jakarta, la capitale indonésienne, Ali arrive au bureau. Spécialiste en géophysique à l'agence de climatologie, le jeune Indonésien traite et analyse les activités météorologiques de l'océan Indien. Il est 7h53. Il allume ses machines et s'assoit confortablement devant les écrans de contrôle. Tout est normal, temps clair, aucune précipitation à l'horizon, mer et vent calme. Une journée comme les autres. Ali se lève et rejoint ses collègues à la machine à café. Mais après 5 petites minutes, stupeur. Toutes les courbes de l'écran s'agitent et plafonnent au sommet du cadran. Les signaux passent au rouge. Un long bip semblable à une alarme retentit d'un coup depuis l'écran de contrôle. Ali lâche immédiatement sa tasse et se précipite à son poste. En se rapprochant lentement de l'écran, il n'en croit pas ses yeux. Un séisme d'une magnitude de 9,1 sur l'échelle de Richter est localisé dans l'océan Indien, à 250 km au sud-ouest de Sumatra. 9,1. Le puissant tremblement de terre sous-marin est équivalent à 23 000 bombes atomiques d'Hiroshima. Ali se lève de sa chaise et appelle ses collègues. Tous regardent, sidérés. La bande océanique qui semble se soulever dans l'océan fait presque 1600 km de long. L'onde sous-marine se propage maintenant sur toute la surface de l'écran. Pour le moment, la petite vague qui se déclenche au milieu de l'océan ne mesure que quelques centimètres. Mais plus elle se rapproche, plus elle augmente. Et plus elle augmente, plus elle va vite. Aux abords des côtes, elle atteindra 30 mètres de haut pour une vitesse de près de 800 km/h. Dans le bureau, le temps s'est arrêté. Tous figés face à l'appareil, seule la courbe qui apparaît sur les écrans de contrôle continue à être en mouvement. Il est exactement 7h58. Sur les plages de Phuket, en Thaïlande, la mer s'agite d'un coup. Dans l'eau qui remue, Alice et Chloé s'éclatent. Christine, amusée, filme ses 2 ados. Derrière elle, au loin, le volet de leur chambre est toujours fermé. Bruno dort encore. Et puis, lentement, l'eau commence à se retirer. Les premiers rochers apparaissent. En quelques minutes à peine, le bord de mer se transforme en un étrange banc de sable. Une foule se rassemble sur la plage. Les employés de l'hôtel se mêlent aux touristes. Tous veulent voir de plus près ce drôle de phénomène. Surpris,
Les Thaïlandais s'interrogent. Ils n'ont encore jamais vu ça. Les touristes ne s'inquiètent pas. Pas encore. Ils filment la scène. Il est 8h13. La mer se retire de plus en plus vite. Sur l'île de Sumatra, Yuda cavale encore dans tous les sens. Les bras chargés de coussins, elle slalome entre les transats. En attendant de pouvoir s'installer, plusieurs touristes, les pieds dans l'eau, regardent à l'horizon. Tous prennent en photo la sombre ligne noire qui, au loin, sépare le ciel et la mer. Intriguée, elle aussi, par ce drôle de paysage, Yuda se retourne de temps en temps pour la regarder. Du haut de ses 17 ans, elle n'a encore jamais vu ça. Depuis la petite cahute en bambou, la musique résonne et les rires des vacanciers se font entendre. Yuda installe les derniers coussins, la terrasse est bientôt prête. À l'horizon, le spectacle continue. La petite ligne sombre de plusieurs kilomètres de long se transforme vite. Elle ressemble maintenant à une énorme barre noire. Il est 8h16, les touristes s'installent sur les transats de la plage. Yuda respire enfin. En Malaisie, où le voilier de Michel est amarré, le niveau de l'eau est monté de plusieurs mètres et le courant tire fort vers les côtes. Le bateau tangue dans tous les sens. Michel a de plus en plus de mal à relever l'ancre. Le marin connaît bien la mer et ses dangers. Pour éviter d'être trop près du rivage, où la houle va très certainement se fracasser, Michel allume son moteur et file immédiatement au large. Lentement, le voilier passe les premiers remous. Au loin, l'immense barre noire qui se dessine semble de plus en plus haute. Il cale le manche du moteur entre les genoux, attrape son harnais de sécurité et serre son mousqueton. « Ça va bouger sévère », se dit-il à voix basse. Il est 8h36, le voilier s'élance à l'assaut de l'océan Indien. Derrière lui, Penang disparaît lentement sous les eaux des premières vagues. À plusieurs milliers de kilomètres à l'ouest, le soleil se lève. Entre l'Afrique et l'Indonésie, sur l'archipel des Maldives et ses 1000 petites îles coralliennes, Michael et Vanessa sont tout juste arrivés la veille pour une semaine de lune de miel et se réveillent doucement. Michael se lève, tire le rideau de coton blanc et retourne s'allonger aux côtés de Vanessa. Depuis le lit, tous les deux regardent l'étendue d'eau turquoise qui entoure la villa sur pilotis. Dans leur petit paradis du luxueux Maldives Resort Hostel, les jeunes mariés sont aux anges. Sur la terrasse, la table du petit déjeuner est déjà dressée. À l'école d'Ampara, sur la côte est du Sri Lanka, la jeune maîtresse compte les élèves en leur tapotant le haut de la tête. Ce matin, tous les enfants sont là. Charami est contente. Une fois entrés dans la salle de classe, ils sortent leurs petites affaires dans le calme. Dehors, les klaxons des tuk-tuk résonnent à tue-tête. Malgré la chaleur, Charami n'a pas vraiment le choix. Agacée, elle se lève et ferme toutes les fenêtres. Sur le grand tableau noir, la date est déjà marquée. Les enfants, tête baissée, s'appliquent déjà à la recopier sur leur petit cahier. Abdi est un pêcheur bien connu de la petite ville de Hafoun, au nord de la Somalie, sur la corne de l'Afrique. Depuis plus de 40 ans, il prend la mer, seul sur sa petite embarcation de fortune. Comme tous les jours, au lever du soleil, le vieux pêcheur tire ses filets, les plie et les range délicatement au fond de la coque en bois. Le son du clapotis des vagues qui claquent à la surface de l'eau le surprend un peu. L'océan semble bien agité ce matin. Le vieux pêcheur s'interroge. Les conditions ne sont pas favorables à une bonne pêche, mais Abdi n'a pas le choix. Il doit y aller. Et il ne pourra rentrer que lorsque ses filets lui auront donné de quoi manger. À bout de bras, le pêcheur tire son bateau en direction de la mer. Au centre de climatologie de Jakarta, Ali tente désespérément d'avertir sa direction par téléphone. Tous les membres du bureau se sont rapprochés de l'écran de contrôle. Faute de dispositifs de surveillance des tsunamis dans l'océan Indien, l'alerte ne peut pas être diffusée. Ni la population locale, ni les vacanciers ne sont informés du raz-de-marée qui va dévaster tout le littoral de l'Asie du Sud-Est. Pourtant, il y a urgence. Ils doivent tous partir, vite, loin. Mais comment avertir les habitants ?
Comment? Ali est paniqué. Toujours en Indonésie, sur une grande plage paradisiaque de l'île de Sumatra, le volume de la musique du restaurant baisse peu à peu. L'ambiance festive de ce beau matin ensoleillé laisse place à un étrange silence. Les pieds dans l'eau face à l'océan, quelques touristes commencent à s'interroger. De temps en temps, certains se retournent en direction des employés, comme pour vérifier que tout va bien. Mais les regards inquiets des Indonésiens sèment le doute. Quelques-uns sortent les pieds de l'eau et reculent lentement de quelques mètres, un réflexe. D'autres, au contraire, s'amusent et continuent à prendre des photos. Yuda aussi se demande « Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je n'ai jamais vu ça. » Mais pour elle, pas le temps de trop y réfléchir. La jeune fille se remet immédiatement au travail. Quelques secondes passent et les premiers cris se font entendre. Yuda se retourne brusquement, elle reste figée un instant. Debout et immobile face à la mer, tous regardent au loin cette immense barre noire de 30 mètres de haut se diriger à pleine vitesse vers eux. D'un coup, la jeune fille reprend ses esprits. Elle lâche son plateau rempli d'assiettes et se met à courir. L'immense vague n'est plus qu'à quelques centaines de mètres et elle va vite, très vite. Il est 8h23. Dans quelques secondes, la pointe nord de l'île de Sumatra va être totalement engloutie. Au même instant en Thaïlande, Alice, Chloé et Christine montent les marches de l'hôtel 3x3. Partout, des hurlements retentissent. L'eau monte si vite qu'elle a déjà gagné le premier étage. Plusieurs centaines de personnes se sont réfugiées sur le toit de l'hôtel. Christine et ses deux filles cherchent Bruno. « Papa! Papa, t'es là? Papa !» En contrebas, elle découvre une vision d'horreur, insoutenable. Des hommes, des femmes, des enfants sont tous rattrapés par la vague meurtrière qui déferle à l'intérieur des terres. Au large de la Malaisie, Michel est pétrifié. Il vérifie pour la 3e fois le harnais de sécurité auquel il est attaché. Jamais de toute sa vie, il n'a vu l'océan changer aussi rapidement. La houle est impressionnante. À chacune des vagues en formation, la coque du voilier de 7,50 m s'envole à plusieurs mètres de hauteur et se fracasse juste derrière. Mais le bateau résiste et maintient son cap vers le large. Pour rester en vie, Michel n'a pas le choix, il doit s'éloigner des côtes au plus vite. Près du rivage, les vagues sont maintenant insurmontables. Michel est tétanisé, le bateau a de plus en plus de difficultés à avancer. Environ 2h30 après le séisme, la première vague meurtrière attaque les côtes du Sri Lanka. D'énormes bruits fracassants arrivent de tous les côtés. Charami, surprise, lève subitement la tête. Immobiles sur leur chaise, les enfants sont effrayés par le vacarme qui résonne dehors. La maîtresse se précipite à la fenêtre. D'un coup, la porte de la classe se fracasse. En quelques secondes à peine, plusieurs mètres d'eau envahissent la petite salle. Charami s'accroche à la fenêtre. L'eau est trop forte. Elle ne peut tenir. À bout de force, la jeune maîtresse prend sa respiration et disparaît dans le torrent. Immédiatement, elle est projetée vers le fond, entre les troncs d'arbres, les voitures et les corps déjà inanimés des petits élèves. À la surface, les cris retentissent et disparaissent aussitôt. Aux Maldives, dans le haut-parleur qui surplombe les luxueuses villas sur pilotis, l'alarme de l'hôtel retentit. Une voix stridente répète en boucle « Veuillez rejoindre la réception immédiatement !» Surpris, Michael et Vanessa se regardent sans comprendre. Devant eux, le lagon noircit à vue d'œil. Dans le ciel, un premier hélicoptère apparaît. D'un coup, la villa se met à trembler. Les jeunes mariés se lèvent précipitamment. Sur le petit ponton en bois qui rejoint le bâtiment central, c'est le chaos. Tout le monde tente de rallier la terre ferme au plus vite. Vanessa, effrayée, s'arrête net. Au loin, elle regarde l'hélicoptère atterrir sur le toit de l'hôtel. Michael l'attrape par le bras et la projette en avant. Plus vite! Avec ce courant et une mer si agitée, les filets du vieux pêcheur remontent vides. Abdi l'a compris, il n'attrapera pas grand-chose aujourd'hui. Dépité, il rallume son petit moteur et part encore un peu plus loin au large. Peut-être là-bas aura-t-il plus de chance. À l'horizon, il distingue une forme noire. En 40 ans, lui non plus n'a encore jamais vu ça. Autour de lui, les dizaines d'embarcations d'autres pêcheurs sont toujours à l'arrêt.
tous regardent sans comprendre ce drôle de phénomène qui se dessine au loin. Abdi, lui, continue d'avancer lentement, mais l'étrange masse noire semble se rapprocher de plus en plus. Quelques embarcations rallument à leur tour les moteurs et prennent la direction du rivage. Abdi s'arrête net, se lève et tente de distinguer cette drôle de forme qui se dirige droit sur lui. Yuda est à bout de souffle. Pendant près de 30 minutes, la jeune fille ne s'est pas arrêtée une seconde. Elle a couru aussi vite qu'elle a pu vers les hauteurs de la forêt. Autour d'elle, peu de gens. Seuls quelques rescapés errent, désorientés. Des cris, des pleurs, et en contrebas de la petite montagne, la mort partout. Tout a été submergé sous 5 mètres d'eau. À 17 ans, Yuda n'a plus rien, ni famille, ni maison, non, plus rien du tout. Emmitouflés dans une couverture de survie, Michael et Vanessa ne comprennent toujours pas ce qui se passe. Mais l'hélicoptère gagne de la hauteur et un nouveau paysage apparaît sous leurs yeux. Le splendide lagon d'eau turquoise n'est plus qu'une vaste étendue de détritus. Plusieurs milliers de corps flottent à la surface. Les arbres se déracinent lentement au milieu du fracas des maisons et des voitures qui s'encastrent violemment les unes contre les autres. Malgré le bruit assourdissant des hélices de l'appareil, on entend les hurlements. Agglutinés sur les petits toits en tôle, les habitants regardent les hélicoptères de touristes s'éloigner dans les airs. Pour eux, la fin approche. L'eau monte de plus en plus vite. Vu du ciel, l'archipel est dévasté. Michael ferme les yeux, Vanessa tourne la tête. Eux sont sauvés. Seul sur son bateau, Michel reprend doucement connaissance. Sa vision est encore floue et son esprit est ailleurs. Le bateau ne s'est pas retourné. Le vieux marin est un miraculé. Autour de lui, des cadavres flottent sur les milliers de tonnes de détritus qui jonchent la surface de l'eau. Pris de nausées et encore complètement désorienté, Michel fond en larmes. Il est toujours vivant. Au Sri Lanka, la vague a dévasté près de 800 km de littoral et s'étend sur plus d'1 kilomètre à l'intérieur des terres. C'est l'apocalypse. Dans les ruelles d'Ampara, seules quelques chaises de la petite salle de classe flottent désormais à la surface de la zone inondée. À plusieurs dizaines de kilomètres des côtes somaliennes, la minuscule embarcation d'Abdi navigue seule. Comme tous les autres pêcheurs, il a disparu, projeté en mer par la vague de près de 15 mètres de haut qui a déferlé sur les côtes de l'Afrique de l'Est. Depuis l'avion qui rapatrie les premiers rescapés, Alice et Chloé regardent par le hublot, des larmes plein les yeux. Le raz-de-marée a tout ravagé. En quelques secondes à peine, leur petit paradis s'est transformé en enfer. Christine, effondrée, est assise devant elle. À ses côtés, le siège de Bruno est vide. Ce 26 décembre 2004, plus de 230 000 personnes ont disparu dans le tsunami le plus meurtrier du siècle. Podcast Story. On a tous une histoire à écouter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.